Donc, merci aux membres du jury et merci au public d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter les travaux de thèse que j'ai menés pendant 3 ans et qui s'intitulent «Les théories implicites de l'intelligence. Quel est leur impact sur l'engagement scolaire et comment les modifier efficacement?» Alors, pour donner un petit peu de contexte à ce travail-là, il s'agit d'une thèse CIFRE, ce qui veut dire que mes travaux ont été menés en partenariat avec un institut de recherche, l'Institut du cerveau, et une association qui s'appelle Énergie Jeune. Ce qui explique que dans ma thèse, on va retrouver un axe assez théorique dans lequel on va essayer de mieux comprendre les mindsets et leur impact, et un axe qui a été développé en parallèle, cette fois-ci plus pratique, où on essayait de développer des interventions mindset plus efficaces. Alors, je vous propose d'expliquer mes travaux dans cet ordre-là. On commencera par une introduction au sujet, puis je présenterai les études qui ont été menées dans le cadre de l'axe 1. Ensuite, je présenterai l'axe 2 et on terminera par une conclusion. Donc déjà, pour comprendre ce que sont les mindsets ou les théories implicites de l'intelligence, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps, dans les années 70, avec des chercheurs qui essayent de comprendre la motivation des élèves et qui, en allant dans les classes, vont être face à un phénomène qui va leur rappeler des études qui ont été jusqu'à maintenant menées chez les animaux. Donc ces études-là, c'est les études de Seligman sur l'impuissance apprise, qui s'est rendu compte que quand un chien reçoit des chocs électriques et qu'il peut rien faire pour les éviter, au bout d'un moment, ces chiens ne vont même plus essayer d'éviter, ils vont passivement attendre et recevoir ces chocs électriques. Et dans la salle de classe, les chercheurs vont voir quelque chose d'assez similaire, c'est qu'il y a des élèves qui reçoivent des mauvaises notes et qui ne vont pas essayer de s'améliorer, vont juste passivement, ils ont appris en fait qu'ils ne pourront pas améliorer ces notes-là. Et à l'opposé, on trouve d'autres élèves qui, eux, vont avoir une réaction plutôt d'essayer de travailler un petit peu plus pour s'améliorer. Donc ensuite, les chercheurs vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces deux réactions diamétralement opposées dans la salle de classe. Et une des explications proposées, c'est qu'il s'agit de la façon dont ces élèves se représentent leur intelligence. Donc, ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les théories implicites de l'intelligence, qu'on appelle aussi mindset. Et généralement, on va opposer deux types de mindset qu'on peut voir en continuum, mais on va parler du mindset fixe quand les personnes pensent que leur intelligence est fixe. Par exemple, il y a les bons en mathématiques et ceux qui ne le seront jamais. Et on va parler à l'opposé d'intelligence malléable quand les élèves ou les participants pensent que leur intelligence peut évoluer, peut s'améliorer avec l'entraînement et les efforts. Ces mindsets, ils ont un impact et ils sont importants à prendre en compte dans le monde de l'éducation parce qu'on voit par exemple que plus les élèves ont un mindset malléable et plus ils vont avoir des résultats satisfaisants. Et on voit que c'est vrai également, quel que soit le niveau socio-économique, c'est mieux d'avoir un mindset malléable que d'avoir un mindset fixe. Les chercheurs ont aussi essayé de comprendre comment se faisait ce lien entre mindset et réussite scolaire. Donc, il y a différents éléments qui ont été étudiés. D'abord, les objectifs de réussite. Il y a des études qui montrent que les personnes qui ont un mindset malléable ont plus tendance à avoir des objectifs de maîtrise de la tâche plutôt que de performance et de comparaison sociale. Il y a aussi des études sur la réaction aux difficultés. Les personnes qui ont un mindset malléable ont tendance à plus être attirées par la difficulté, en tout cas à en avoir moins peur. Il y a également des études sur la ténacité, ce qu'on appelle en anglais le grit, donc le fait de persévérer malgré les difficultés. Et là, il y a des études qui montrent que plus on va avoir un mindset malléable et plus euh, on va faire preuve de grit, de ténacité scolaire. Un autre élément, c'est l'engagement scolaire et c'est celui sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. Donc, il y a des études qui montrent une corrélation entre le mindset et l'engagement scolaire. Cette corrélation, selon les études, elle est entre 0,13 et Bah oui. 0,26. En revanche, cet engagement scolaire, généralement, il est mesuré par des items déclaratifs qui sont assez larges, avec des items qui vont être, par exemple, je me concentre en classe ou je ne vois pas le temps Moi, je vais passer quand je travailler. travaille. Donc, c'est des choses qui font référence à des concepts qui sont assez différents. Ça ne nous permet pas de savoir si les personnes qui ont un mindset malléable décident ou non d'allouer plus de temps et d'énergie aux activités scolaires. Donc, c'est une des questions qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, notre axe 1 sera centré autour de cette question: quel est l'impact du mindset sur la décision des élèves d'allouer du temps et de l'énergie aux activités scolaires? Et pour répondre à cette question, 3 études ont été développées. 2 premières études ont essayé de comprendre l'engagement scolaire dans des situations de vulnérabilité. Donc, une première étude qui a été faite pendant les confinements, une deuxième étude qui a été faite où on regardait l'impact du mindset après une situation d'exclusion sociale, et une troisième étude où là, on voulait regarder les bases cognitives. Quel est l'impact sur la prise de décision d'allouer du temps et des efforts aux activités scolaires?
Maintenant, quand on parle des mindsets, c'est aussi important de comprendre comment est-ce qu'ils se développent. Et ça, il y a également des études qui ont été faites sur le sujet. Notamment, on sait que les parents vont avoir un impact sur le mindset de leurs élèves. Les professeurs ont également un impact sur le mindset de leurs élèves. Les camarades, on sait que si une classe a beaucoup d'élèves avec un mindset malléable, les élèves sont plus susceptibles de développer ce mindset malléable. Et également les interventions, ce qui est l'objet de l'association Énergie Jeune avec laquelle je travaille. Ce qui est intéressant de relever, c'est que ces éléments, ils vont rentrer en interaction. Et par exemple, les interventions mindset vont être plus efficaces si dans la classe, les camarades ont des normes sociales favorables aux efforts. Et on voit également que si les professeurs ont déjà un mindset malléable, ces interventions vont être plus efficaces. Ça rejoint le concept qui a été développé par Walton et Jaeger de ce qu'ils appellent seed and soil. C'est une métaphore. Ce qu'ils expliquent, c'est que comme une graine a besoin d'un terreau fertile pour se développer, les interventions mindset ont besoin d'être délivrées dans des contextes dans lesquels les efforts sont encouragés et on va encourager aussi ce mindset malléable pour qu'il puisse avoir un impact sur le mindset des élèves, mais également sur leur niveau scolaire. Il est donc très important de prendre en considération l'environnement dans lequel on va délivrer ces interventions mindset et ce sera l'objet de l'axe 2. Donc ici, on essaiera de prendre en compte l'environnement des élèves pour augmenter l'efficacité des interventions énergie jeune. 3 projets ont été développés. Un premier projet où on essayait d'intervenir auprès des professeurs, un second projet où on essayait d'intervenir auprès des parents et un dernier projet où on a essayé d'intégrer les spécificités de la scolarité en milieu rural pour intégrer ça dans les interventions énergie jeune. Donc, je vous propose de passer à l'axe 1 et de commencer par la première étude. Donc, cette étude, comme je disais auparavant, on testait l'impact du mindset sur l'investissement scolaire des élèves pendant les confinements. Et c'est une étude qui a été publiée dans Frontiers in Psychology. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au confinement? C'est qu'il s'agit d'un facteur potentiel de risque de décrochage. C'est un événement stressant et on sait que les élèves qui ont vécu un événement stressant dans les derniers mois sont 3 fois plus à risque de décrochage scolaire. Et on sait également qu'il y a un rôle protecteur des interactions sociales quand on vit des événements stressants. Or là, les élèves étaient coupés de la plupart de leurs interactions sociales. Dans ce contexte-là, on s'est demandé quels facteurs psychosociaux allaient prédire l'allocation de temps et d'efforts en mathématiques par les collégiens durant ces confinements. On s'est intéressé à l'engagement scolaire en ayant comme proxy le temps passé à faire des mathématiques par les collégiens. Et on regardait l'impact de 3 variables, le mindset, mais également la régulation de la motivation. Est-ce que c'est une régulation qui est plutôt euh, auto, euh, autorégulée ou plutôt avec des régulations externes? Et on regardait également l'optimisme. Ces données, elles ont été récoltées pendant le premier confinement, alors que les écoles, les collèges étaient fermés et il y avait un certain nombre de restrictions. Puis est arrivé un deuxième confinement où c'était intéressant de récolter également des données parce que toutes les restrictions étaient les mêmes, sauf les collèges qui, cette fois-ci, pouvaient rester ouverts. Et ça nous a mené à un échantillon total de 170 participants. Donc, l'analyse statistique s'est faite en 3 étapes. Premièrement, on a voulu regarder dans notre population complète, pendant les 2 confinements, quel était l'impact des facteurs auxquels on s'intéressait et de leur interaction sur le temps passé à travailler. Ensuite, on a voulu caractériser un petit peu plus précisément ce qui se passait dans chacune de ces populations. Et là, du coup, on a fait une sélection de modèles pour la population école fermée, puis pour la population école ouverte. Donc, si on regarde les résultats pour la population entière, le premier résultat qu'on voit, c'est que les élèves des petites classes travaillent plus que leurs camarades. Donc ici, vous voyez bien ma souris? Non, bon. Donc, vous voyez la fréquence des élèves. Plus on va être sur des couleurs chaudes, ça veut dire plus les élèves passaient de temps à travailler. Et en bas, vous voyez les classes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans les petites classes, ils passent plus de temps à travailler que dans les grandes classes. Deuxième résultat, on a un effet principal de la régulation identifiée. Plus les élèves ont de régulation identifiée et plus ils vont passer de temps à travailler les mathématiques. Donc, plus ils vont se dire les mathématiques sont importantes pour mon futur et plus ils vont passer de temps à le travailler. Et on retrouve également une interaction entre le groupe et la régulation identifiée qui montre que cet impact de la régulation identifiée, il était porté par le groupe qui était interrogé alors que les écoles étaient fermées. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans le groupe école fermée, donc on a fait une sélection de modèles. Le modèle qui est le plus pertinent, il est cohérent avec ce qu'on a vu auparavant. Donc on retrouve la motivation identifiée et la classe. Et on voit toujours, donc plus les élèves ont de régulation identifiée et plus ils passent de temps à travailler.
Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans la population école ouverte, cette fois-ci, on a un modèle qui est un petit peu plus complexe, mais qu'on va décortiquer au fur et à mesure. Donc déjà, une première interaction qui était significative, c'est l'interaction entre la régulation identifiée et la régulation extrinsèque. Ce que l'on voit, c'est que à droite, pour les élèves qui ont une régulation identifiée assez haute, la régulation extrinsèque a un impact tendanciellement positif, ce qui n'est pas le cas quand on est sur la population avec une régulation identifiée faible. La deuxième interaction significative, elle était entre l'optimisme et le mindset. Et ce que montre cette interaction, ce qu'on peut voir, c'est que les élèves qui ont passé le plus de temps à travailler sont ceux qui étaient avec le plus faible niveau d'optimisme, mais un mindset fixe. Ce qu'on peut donc conclure de cette étude, c'est qu'il y a un impact de la régulation identifiée sur le temps passé à travailler les mathématiques lorsque les élèves sont coupés de contacts sociaux scolaires. Cette étude, elle ouvre également des nouvelles perspectives, notamment on peut se demander quel serait l'impact d'interventions du style Utility Value Intervention, qui sont des interventions qui visent à augmenter l'utilité perçue de l'école. Elle amène à se questionner également sur des profils qui croiseraient le mindset, l'optimisme et les stratégies de coping et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'engagement scolaire. Et elle amène aussi à se demander si le temps passé à travailler est le meilleur proxy à étudier quand on regarde l'engagement scolaire dans le contexte des mindsets, sachant que dans l'étude d'impact de l'association Énergie Jeune qui a été menée par Huillery et Hall en 2021, on voit un impact des interventions sur les résultats scolaires, sur le mindset, mais pas sur le temps passé à travailler. Donc on peut aussi questionner l'utilité de ce proxy-là. Je vous propose maintenant de passer à l'étude 2. Donc, dans l'étude 2, on s'intéressait à l'impact du mindset suite à une situation d'exclusion sociale. Pourquoi s'intéresser à l'exclusion sociale? On sait que lorsqu'une personne vit une situation d'exclusion sociale, derrière, il va y avoir une diminution de performance à des tâches complexes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette diminution, elle va être plus faible si on demande aux participants d'adapter des motivations auto-centrées. Donc, par exemple, en faisant la tâche devant un miroir ou en recevant de l'argent pour la tâche. Ce que l'on sait aussi, c'est que lorsqu'on a un mindset malléable, ce que j'avais dit en introduction, on a plus tendance à avoir des motivations auto-centrées que des motivations centrées sur la comparaison sociale. Sachant cela, on peut imaginer qu'avoir un mindset malléable aurait un effet protecteur de l'impact de l'exclusion sociale sur l'investissement dans des tâches scolaires. Donc ça, c'était notre hypothèse. L'exclusion sociale diminuerait les performances en mathématiques, mais le mindset malléable modérerait cet effet parce qu'il amène à des objectifs de maîtrise plutôt que des objectifs de performance. Pour tester cette hypothèse, on a mené une première expérimentation dans laquelle on a recruté 80 participants qui étaient aléatoirement mis dans une situation d'exclusion ou une situation d'inclusion. Donc les participants commençaient tous par répondre à des questionnaires. Ensuite, ils faisaient une tâche de mathématiques et cette tâche de mathématiques était scindée en deux. Et au milieu, il y avait un jeu dans lequel les participants étaient soit exclus, soit inclus en fonction de leurs conditions. Donc, notre variable dépendante, l'engagement scolaire, cette fois-ci, était approximée par les performances à des tâches arithmétiques qui étaient simples mais coûteuses cognitivement. Et on s'intéressait au mindset, aux objectifs de réussite et on induisait une condition d'inclusion ou d'exclusion. Ce qu'on voit dans les premières analyses de cette expérimentation, c'est qu'on a bien un impact de la condition. Donc, les participants qui sont en condition d'exclusion s'améliorent moins entre la première et la deuxième tâche de mathématiques que ceux en condition d'exclusion. Ce qu'on voit, en revanche, c'est qu'on n'a pas d'impact du mindset, ni de l'interaction du mindset avec, la condition. Donc ça, c'est pas forcément en faveur de nos hypothèses. Étonnamment, on ne trouvait pas non plus de corrélation entre le mindset et les objectifs de réussite, alors que notre hypothèse se basait là-dessus, sur le fait qu'on devrait avoir plus, d'objectifs de maîtrise quand les participants ont plus un mindset malléable. Donc cette expérimentation 1, elle nous montre qu'on a bien un impact de l'exclusion sociale sur l'amélioration des performances en mathématiques. Ça, c'est cohérent avec la littérature existante. En revanche, on ne trouve pas d'impact du mindset et pas non plus de corrélation entre le mindset et les objectifs. Une hypothèse qu'on peut faire a posteriori, c'est peut-être que les objectifs qui étaient ceux exprimés par les participants étaient trop lointains. Parce qu'en fait, on demandait aux participants de répondre au questionnaire mindset et ensuite on leur demandait quels étaient leurs objectifs la dernière fois qu'ils avaient fait des mathématiques. Pour certains d'entre eux, ça remontait au lycée. Donc peut-être que depuis, leurs objectifs ont changé, ce qui fait que ce n'étaient pas les objectifs qu'ils avaient au moment où ils faisaient l'expérience.
Pour tester cette hypothèse-là, on a changé un petit peu notre paradigme. On a eu la chance que pas très longtemps après, le Forum des sciences cognitives avait lieu, ce qui nous a permis d'avoir un lieu d'expérimentation. On a recruté 33 participants qui, pareil, étaient alloués aléatoirement soit à une condition d'exclusion, soit à une condition d'inclusion. Et cette fois-ci, pardon, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait par un entraînement. Donc, ça permettait de contextualiser les mathématiques, les types de tâches mathématiques dont on parlait. Ensuite, les participants répondaient au questionnaire. Donc, cette fois-ci, on leur demandait, quand vous faites ce type de tâches de mathématiques, quels sont vos objectifs? Et ensuite, comme auparavant, il y avait une tâche de mathématiques scindée en deux, avec une phase d'exclusion ou d'inclusion au milieu. Donc, les variables étaient les mêmes que dans l'expérience précédente. Et cette fois-ci, on retrouve encore une fois un impact significatif de la condition. Donc, les participants en condition d'exclusion s'améliorent moins que ceux en condition d'inclusion. On retrouve cette fois un impact du mindset. Donc, plus les participants ont un mindset malléable et plus ils vont s'améliorer entre la première partie et la deuxième partie des exercices de mathématiques. Et on retrouve également une interaction qui nous montre que la seule condition dans laquelle il y a une corrélation entre l'amélioration en mathématiques et le mindset, c'est la condition d'exclusion, ce qui était cohérent avec nos hypothèses de départ. Donc, dans cette étude, on retrouve bien un impact de l'exclusion, un impact du mindset et une corrélation mindset et amélioration des performances pour les participants en condition d'exclusion, ce qui serait cohérent avec nos hypothèses. Ce qui est étonnant en revanche, c'est qu'on ne retrouve toujours pas de corrélation entre le mindset et les objectifs de réussite. On peut encore faire 3 hypothèses qui pourraient expliquer cette absence de corrélation alors qu'elle est retrouvée dans de nombreux articles. La première hypothèse, c'est qu'on est dans une population adulte. Jusqu'à maintenant, cette corrélation, quand on s'intéressait à la fois au mindset et aux objectifs de réussite, elle était retrouvée principalement chez des adolescents ou des enfants dans un contexte scolaire. La deuxième hypothèse, c'est lié au questionnaire utilisé. Dans beaucoup des études qui trouvent cette corrélation, les questionnaires n'ont non pas un seul score de mindset qui irait de fixe à malléable, donc sur un continuum, mais ils ont 2 scores, un score fixe mindset et un score mindset malléable. Donc c'est possible que quand on ajoute des items malléables, ce ne soient pas les mêmes situations qui soient saillantes dans l'esprit des participants et que ça change les réponses au questionnaire. Et dernière hypothèse, c'est possible aussi que ce soit juste un manque de puissance, étant donné qu'on avait des échantillons pour le deuxième surtout assez faibles, et que quand on regarde et qu'on prend une corrélation de 0,23 par exemple comme chez Jaeger et al., on devrait avoir un minimum de 146 participants. Alors du coup, on a voulu tester cette corrélation dans une population adulte en ayant assez de puissance cette fois-ci, et c'est une étude qui a été pour l'instant soumise à revue dans un journal scientifique. Donc, on a créé 2 études en ligne avec un premier échantillon de 150 participants et un deuxième échantillon indépendant de 150 participants également. Les études étaient les mêmes. La seule chose qui changeait, c'est le type de questionnaire mindset qu'on utilisait. Donc, pour l'échantillon 1, c'était un questionnaire mindset avec 2 scores, comme c'est retrouvé majoritairement dans les études existantes. Et dans l'échantillon 2, c'était un questionnaire mindset avec un seul score qui allait de fixe à malléable. Et les deux échantillons passaient le questionnaire d'objectifs de réussite. On a fait ça dans un contexte de mathématiques, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, et dans un contexte d'intelligence qu'on pourra discuter ensuite si vous le souhaitez. Donc, on a fait une analyse statistique en 3 étapes. Une première étape, on a voulu regarder tout simplement est-ce qu'il y avait une corrélation entre mindset et objectif. Donc, on a fait des corrélations d'ordre 0 qu'on a corrigées pour les corrélations multiples. Ensuite, on a voulu tester l'hypothèse d'une directionnalité que le mindset pouvait prédire le type d'objectif qui serait adopté par les élèves. Donc, cette fois-ci, on a fait des équations structurales. Et ensuite, on a voulu tester la généralisation de la prédiction d'une population à une autre. Donc, on a fait un out-of-sample prediction pour voir si cette corrélation pouvait se généraliser. Donc, les résultats des corrélations, ils montrent qu'on retrouve bien une corrélation entre le fait d'avoir un mindset malléable et le fait d'adopter des objectifs de maîtrise. Donc, que ce soit dans l'échantillon 1, où on trouve des corrélations significatives entre le mindset malléable, les objectifs de maîtrise approche et les objectifs de maîtrise évitement, ou dans l'échantillon 2, où on trouve une corrélation entre le fait d'avoir un mindset plus malléable et le fait d'adopter des objectifs de maîtrise approche. Ensuite, comme je vous le disais, on a testé des équations structurelles. Donc là, les modèles étaient influencés par la théorie. On a voulu tester le fait que les mindsets pouvaient prédire les types d'objectifs adoptés par les participants.
Et ce qu'on retrouve, c'est que le mindset malléable, en cohérence avec nos corrélations, permet de prédire la maîtrise, que ce soit évitement ou approche, dans l'échantillon 1 comme dans l'échantillon 2. Et ensuite, on a regardé si nos prédictions pouvaient se généraliser d'une population à une autre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prédit les objectifs de maîtrise à partir des données récoltées dans l'échantillon 1 pour l'échantillon 2, et on a regardé si ça corrélait avec les données observées dans l'échantillon 2. Et ce qu'on retrouve, c'est une corrélation significative et positive, que ce soit pour la maîtrise approche ou pour la maîtrise qui regroupe ces maîtrises approche et maîtrise évitement. Et on trouve quelque chose aussi de tendanciel qui était significatif avant corrélation pour la maîtrise évitement. Ce qu'on peut retenir de cette expérimentation 3, c'est qu'on retrouve chez les adultes le fait qu'avoir un mindset malléable prédit l'adoption d'objectifs de maîtrise en mathématiques, et ce lien est robuste car il se généralise d'une population à une autre. Je vous propose maintenant de passer à l'étude 3. Donc ici, on s'intéressait à l'impact du mindset sur la décision d'allouer du temps et de l'énergie aux activités scolaires. Donc, le modèle qui nous a intéressés ici, c'est le modèle de Rangel et autres, qui dit que la prise de décision se fait en 4 étapes. Premièrement, on va créer une représentation mentale des différentes activités disponibles. Ensuite, on va attribuer une valeur à ces différentes activités. Basé sur cette valeur, on va sélectionner l'activité qui a la plus haute valeur, et ensuite, on va évaluer notre résultat. Nous, on va s'intéresser particulièrement à l'attribution d'une valeur et à la sélection des activités. Et l'attribution d'une valeur, il peut se modéliser comme le fait d'avoir des attributs. Donc, quand on parle d'une activité scolaire, ça peut être le fait que l'activité soit plaisante, qu'elle soit enrichissante, qu'elle soit bonne pour les notes ou qu'elle soit difficile, qui vont être intégrés avec différents poids dans une valeur pour ces activités. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est si le mindset allait avoir un impact sur cette intégration, l'attribution d'une valeur. Donc, pour tester cette hypothèse-là, on a commencé par induire un mindset soit fixe, soit malléable, avec une intervention. Les participants étaient aléatoirement soumis à l'une ou l'autre des interventions. Ensuite, on proposait aux participants de faire un choix d'activité. Donc, c'était une tâche de choix forcé. À chaque fois, ils avaient une activité scolaire, une activité de loisir présentée à l'écran, et ils devaient choisir dans quelle activité est-ce qu'ils voudraient s'engager. Et pour contextualiser un petit peu, on disait aux participants de s'imaginer un mois avant les examens ou une semaine avant les examens. Et ensuite, on voulait voir quelle était la valeur attribuée à ces activités-là. Donc, pour chacune des 160 activités proposées, les participants devaient dire à quel point est-ce qu'ils avaient envie de faire cette activité. Donc, c'était la valeur de l'activité. Et ensuite, juger chacun des attributs. Donc, à quel point l'activité était plaisante, à quel point est-ce qu'elle est enrichissante, à quel point est-ce qu'elle est importante pour les notes et à quel point est-ce qu'elle est difficile. Si on regarde les résultats pour le choix d'activité, ce que l'on voit, c'est que les participants qui sont dans la condition intervention mindset malléable choisissent plus d'activités scolaires que ceux qui sont dans la condition mindset fixe, mais ceci est vrai uniquement dans la condition une semaine avant les examens. Donc, quand on approche des examens, ces participants avaient tendance à choisir plus d'activités scolaires. En revanche, si on regarde cette fois-ci l'attribution d'une valeur aux activités, ce qu'on voit, c'est que cette valeur, déjà, quels que soient les participants, elle était en moyenne impactée positivement par le fait que la tâche soit plaisante, qu'elle soit enrichissante, qu'elle soit importante pour les notes, et négativement par la difficulté de la tâche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve également une interaction entre la difficulté de la tâche et le mindset, qui montre que le poids donné à la difficulté des activités était impacté par l'intervention. Et plus précisément, donc là, ce que vous voyez, ce sont les bêtas. Ils sont négatifs parce que ça a un impact négatif sur la valeur de l'activité, mais cette négativité, elle est plus forte pour ceux qui sont en condition mindset fixe que pour ceux qui sont en condition mindset malléable. Donc, les participants en condition mindset malléable étaient moins sensibles à cette difficulté-là quand ils étaient en train d'attribuer une note aux activités scolaires. Donc, ce qu'on peut conclure de cette étude, c'est que le mindset malléable a une influence sur le processus de prise de décision. En l'occurrence, il diminue le poids donné à la difficulté des activités. C'était une des premières expérimentations à notre connaissance qui cherchait à comprendre comment est-ce que le mindset pouvait impacter le processus de prise de décision dans un contexte scolaire. Et ça ouvre également des perspectives, notamment on planifie de faire des analyses en Drift Diffusion Model sur lesquelles je pourrais revenir ensuite si vous le souhaitez, pour comprendre un petit peu plus finement les mécanismes en jeu en s'appuyant sur les mécanismes d'accumulation d'évidence. On a fini cet axe 1, je vous propose donc de passer à l'axe 2 avec le premier projet qui s'intéressait au mindset des professeurs. C'était une étude qui a également été soumise à revue dans un journal.
Donc les professeurs, comme je le disais en introduction, on sait qu'ils ont un impact sur le mindset de leurs élèves et ils ont également un impact sur l'efficacité des interventions mindset. Il y a une étude, récemment qui montrait que lorsque le professeur a un mindset plutôt fixe, où, les interventions ne vont pas avoir d'impact sur les élèves, alors que quand les professeurs ont un mindset malléable, les interventions sont cette fois-ci efficaces. Une question qui peut donc se poser, c'est: est-ce qu'on peut augmenter l'efficacité des interventions mindset en animant une courte intervention à destination des professeurs? Pour ce faire, on a délivré les interventions énergie jeune, qui sont des interventions mindset qui ont prouvé leur efficacité par une étude d'impact, et on a créé une nouvelle intervention pour les professeurs qui se déroulait en 3 temps. Premièrement, avant d'aller faire une réunion logistique avec les professeurs, on leur envoyait une vidéo qui était une intervention mindset camouflée. Ensuite, pendant la réunion, avant la réunion, on demandait aux professeurs de réfléchir aux pratiques qu'ils souhaiteraient mettre en place dans leur classe ou qu'ils ont déjà mis en place dans leur classe et qui favorisent ce mindset malléable. Et ensuite, à la fin de la réunion logistique, on crée un tour de table pour créer une norme sociale et pour que chacun partage ses comportements. Donc, on a regardé l'impact des interventions et on a mesuré l'impact de ces interventions-là chez les élèves. On regardait bien entendu leur mindset, mais on regardait également des données qu'on sait connexes, donc notamment la perception du mindset des professeurs, l'attribution causale des notes, leur niveau en mathématiques et l'anticipation d'amélioration s'ils pouvaient s'entraîner dans une tâche. On a créé 3 groupes expérimentaux. Donc le premier groupe, c'était le groupe contrôle. Là, il passait le premier questionnaire et il ne se passait rien jusqu'au deuxième questionnaire. L'autre groupe, le groupe intervention active, c'est un groupe dans lequel il y avait le premier questionnaire. Ensuite, il y avait les interventions élèves, donc les interventions énergie jeune comme d'habitude, et le deuxième questionnaire. Et ensuite, on avait notre groupe d'intérêt qui était le groupe intervention professeur plus élèves. Donc là, il y avait le premier questionnaire. Ensuite, il y avait une intervention pour les professeurs, les interventions élèves, puis le second questionnaire. 6 collèges d'Île-de-France ont été aléatoirement attribués à l'une de ces conditions, ce qui nous a mené à 171 élèves inclus au total. Si on regarde les résultats de cette étude, ce que l'on voit, c'est qu'on a un impact linéaire. Donc là, ce sont les résultats d'une analyse en contraste où on testait l'impact linéaire du groupe sur le changement de mindset des élèves. Donc ce que l'on voit, c'est que plus il y a eu d'interventions et plus les élèves ont changé de mindset. Donc on a l'intervention non, vous voyez toujours pas ma souris. L'intervention contrôle envers clair, l'intervention juste pour les élèves à côté et l'intervention élève plus professeur tout à droite. Et ce que vous voyez avec les couleurs ici, c'est le pourcentage d'élèves dans chacun des groupes. En jaune, c'est ceux qui ont changé vers un mindset plus fixe entre le questionnaire 1 et le questionnaire 2. Donc ça, on voit qu'on en a beaucoup plus dans l'intervention contrôle. Et ensuite, plus on va vers des couleurs sombres et plus les élèves ont changé vers un mindset malléable entre le premier et le second questionnaire. Ce que montre cette étude, c'est qu'animer une intervention mindset auprès des professeurs est efficace pour augmenter l'efficacité des interventions mindset auprès des élèves. Et c'est intéressant pour nous, cette intervention était supplémentaire, elle était peu coûteuse en temps et financièrement, parce qu'il s'agissait seulement de l'ajout d'une vidéo de 3 minutes et d'un tour de table à une réunion qui existait auparavant. Ça ouvre également des perspectives. Il aurait été intéressant de pouvoir récolter des données chez les professeurs, ce qu'on a essayé de faire, mais comme on était en période Covid, peu de professeurs ont répondu. On a eu 9 répondants au total, ce qui était insuffisant pour pouvoir faire des analyses statistiques. Mais ça serait intéressant de voir quel impact on a à la fois sur le mindset des professeurs, les attributions causales qu'ils donnent aux notes. Et on pourrait également penser à ajouter une récolte de données supplémentaires. On sait que pour que les élèves commencent à changer leur niveau scolaire, il faut parfois plus de temps pour que l'effet boule de neige ait lieu. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir une troisième récolte de données, ce qui, encore une fois, n'était pas possible logistiquement à cause du Covid et de toute la logistique dans les collèges, mais ça aurait été une récolte de données supplémentaire intéressante. Si on passe maintenant au projet 2, là, on ne s'intéressait plus aux parents, aux professeurs, mais aux parents. On s'intéresse aux parents parce qu'on sait que les parents, ils peuvent inciter leur enfant à avoir un mindset fixe, notamment s'ils présentent les erreurs comme étant une fatalité et quelque chose de démotivant, et s'ils ont tendance à féliciter leur enfant sur leurs résultats plutôt que sur leurs efforts. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si on pouvait, comme tout à l'heure avec les professeurs, augmenter cette fois-ci l'efficacité des interventions mindset pour les élèves en animant une courte intervention pour les parents.
Comme pour les professeurs, on a utilisé pour les élèves les interventions énergie jeune. Et pour les parents, cette fois-ci, on a créé aussi une intervention en 3 étapes. Cette intervention, elle était inspirée à la fois des interventions mindset et des interventions qui visent à réduire la distance perçue entre les établissements scolaires et la famille. Donc, on appelait les parents une première fois. L'idée, c'était vraiment de briser la glace. Donc, on leur posait des questions sur leur enfant, comment ça se passe leur scolarité, qu'est-ce qui a été mis en place, etc. On leur proposait de leur envoyer une vidéo pour les aider, qu'on avait créée spécialement pour les collégiens, pour les parents de collégiens. Et ensuite, on avait un second appel qui, cette fois-ci, permettait d'ancrer les messages de la vidéo et de vraiment le contextualiser dans le contexte des parents appelés. On a voulu mener 2 pilotes. Un premier pilote qui permettait de comprendre comment est-ce que les parents allaient accueillir l'intervention. Est-ce que c'était un accueil positif, négatif? Et est-ce qu'ils comprenaient bien les messages de la vidéo? Et ensuite, un second pilote qui nous permettait de tester l'impact de cette intervention supplémentaire sur les élèves et de voir si c'était possible de déployer cette intervention à l'échelle nationale. Donc, pour le premier pilote, on a eu un bon accueil et une bonne compréhension des messages. Donc, l'intervention était déployable. En revanche, pour le pilote 2, on a eu trop peu de données récoltées par rapport à ce qui était prévu pour pouvoir faire des analyses statistiques. Et même s'il n'y a pas eu d'analyse statistique, c'était assez intéressant pour nous de pouvoir analyser pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes de déploiement de cette intervention-là. On a vu qu'il y avait eu des freins qui étaient à 3 niveaux. Premièrement, interne à l'association, ensuite au niveau des établissements scolaires et aussi également au niveau des parents. Au niveau de l'association, des écoles et des parents, il y a forcément eu la situation sanitaire qui avait un impact. Dans l'association, il y avait de la logistique supplémentaire, il y a des personnes qui ne pouvaient plus aller animer, des classes qui devaient être remplacées au dernier moment. Dans les écoles, pareil, il y avait une logistique supplémentaire et chez les parents, on est majoritairement sur un public défavorisé. On sait que c'est ceux qui ont le plus de conséquences suite à la crise sanitaire. Mais au niveau de l'association, on sait également qu'il y a des régions dans lesquelles il aurait été possible de déployer cette intervention, mais où ça n'a pas été fait. Et là, le cadre de la théorie de l'autodétermination est assez intéressant pour pouvoir comprendre d'où venaient ces freins et comment est-ce que nous, on peut améliorer cette intervention. Notamment au niveau de l'autonomie, c'est vrai qu'on délivrait ces interventions aux régions qui étaient censées les déployer sans les avoir trop inclus dans la phase de développement. Donc, c'est possible qu'ils se soient sentis assez peu autonomes dans ce processus. En termes de compétences, on a aussi eu des retours de terrain où des personnes des régions nous disaient se sentir pas assez compétentes pour présenter ce projet-là à des établissements scolaires, avoir peur d'avoir des questions très pointues sur les bases des interventions. Et en termes de lien social, on était sur un déploiement qui se faisait majoritairement du national vers les régions, avec très peu de lien social entre les différentes régions autour de ce projet-là, ce qui a pu aussi freiner la motivation à participer au projet. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a pu retravailler ensuite. La conclusion de ce projet, c'est que même quand on a une base théorique qui peut paraître pertinente, on peut avoir des difficultés à le déployer à l'échelle nationale, ce qui était notre cas. Et ça met aussi en exergue la nécessité de comprendre les conditions de déploiement des interventions à grande échelle, parce qu'une intervention qui est efficace, c'est avant tout une intervention qui est animée sur le terrain. Je vous propose maintenant de passer au troisième projet. Donc ici, on essayait d'augmenter l'impact des interventions mindset en prenant en considération les spécificités de l'éducation en milieu rural. Pourquoi s'intéresser au milieu rural? L'étude PISA nous montre notamment que les élèves qui sont scolarisés en milieu rural ont plus tendance à avoir un mindset fixe que ceux qui sont scolarisés en milieu urbain. Il y a également des études qui montrent qu'à niveau équivalent, les élèves de zones rurales ont tendance à déclarer qu'ils veulent faire des études moins ambitieuses, ce qui en soi n'est pas une problématique, mais ce qui est analysé comme un phénomène d'autocensure qui, lui, pour le coup, est problématique. Donc, on s'est demandé quelles spécificités liées à l'éducation en milieu rural pourraient diminuer l'efficacité des interventions de l'association. On a commencé par mener des entretiens, donc on a mené 27 entretiens semi-structurés, semi-dirigés, pardon. Ces entretiens nous ont permis de repérer des freins à adresser. On a ensuite exploré les interventions psychosociales existantes qui pourraient répondre à ces freins pour créer de nouvelles interventions. Et la prochaine étape serait maintenant de mesurer l'impact de ces interventions-là. Les entretiens, on les a menés auprès de 27 personnes, 20 anciens élèves, 10 élèves qui ont fait des études longues, 10 élèves qui n'avaient pas fait d'études ou qui avaient fait des études de moins de 2 ans. On a aussi interrogé 5 principaux de collèges ruraux et 2 chercheurs, Benoît Coquart, qui est un spécialiste de sociologie de la ruralité, et Pierre Champollion, qui est un spécialiste de l'éducation en milieu rural. Ces entretiens, ils nous ont permis de relever 3 freins.
Le premier, c'est le manque d'utilité perçue de l'école. Ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y a un certain nombre des élèves qui pensent que l'école ne leur sert à rien parce qu'ils pourraient trouver un métier sans, finir leur lycée, sans faire des études supérieures et ils ont l'impression d'une trop, grande distance entre les contenus étudiés à l'école et ce qui est utile dans leur vie quotidienne. Le deuxième frein repéré, c'est, le vécu, de la mobilité comme un déchirement au tissu social et comme quelque chose qui serait uniquement négatif. Et le dernier frein, c'est le manque de rôle modèle. On nous a expliqué que, les élèves qui, font des études supérieures alors qu'ils viennent de milieux ruraux, pour la plupart ne reviennent pas dans leur village d'origine, ce qui fait que, les personnes qui reviennent au village sont souvent ceux qui ont raté leurs études, ce qui, montre, aux élèves, un retour assez négatif sur cette expérience-là. Pour adresser le premier frein, qui était donc le manque d'utilité, on a regardé les interventions qui existaient et celles qui nous intéressaient, c'était les Utility Value Intervention, donc j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc ces interventions qui visent à augmenter l'utilité perçue de l'école. Dans la littérature, on voit que ces interventions-là ont un impact moyen de 0,24 sur la réussite scolaire. Ça peut prendre différentes formes qui vont de la rédaction de lettres à des citations qui sont présentées aux élèves ou alors encore de l'association entre des thématiques qui sont abordées en classe et les loisirs des élèves. Nous, on a choisi de créer une vidéo et de créer des jeux. L'idée, c'était de passer d'une logique de les maths, c'est intéressant ou c'est pas intéressant pour moi, à comment est-ce que je pourrais rendre les maths intéressants. Et pour ce faire, on a créé une intervention de 55 minutes. Là, vous voyez 4 exemples de slides avec une vidéo notamment qui retrace le parcours d'une élève qui pensait qu'une matière n'était pas intéressante pour elle et qui à un moment eu un déclic pour montrer qu'on peut aussi changer sa vision sur les matières scolaires. Et on essayait aussi d'inciter les élèves à réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent être actifs pour rendre les matières scolaires intéressantes pour eux. Le deuxième frein, c'était le frein de la mobilité géographique. Alors, avant d'expliquer ce qu'on a fait exactement, je tiens à préciser quand même que là, l'objectif n'était pas d'inciter tous les élèves à aller étudier dans une autre ville ou à faire des études supérieures, c'était d'aider les élèves à ne plus vivre ce choix entre faire des études ou rester dans son village comme un choix dichotomique. Les interventions qui nous paraissaient pertinentes pour ça, c'est les interventions, la littérature sur le paradoxal mindset. Cette littérature, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a 2 façons de se représenter des choix ou des aspirations qui peuvent paraître contradictoires. Une représentation dilemmatique, où on va se dire qu'on doit choisir entre A ou B, et une représentation paradoxale, où on va essayer de combiner au mieux A et B. Et c'est quelque chose qui a été étudié notamment dans le contexte des femmes leaders, étant donné qu'il y a des stéréotypes liés à ces 2 groupes qui peuvent paraître contradictoires. Les femmes qui, ont une représentation paradoxale de leur, poste ont tendance à avoir de meilleures performances et une meilleure self-esteem. Donc nous ici, on a essayé de créer une intervention qui, faisait passer les élèves d'une réflexion de: «Je dois choisir entre garder mes amis ou, garder mon confort actuel et faire des études» à: «Comment est-ce que je peux garder mes amis, mon confort actuel et faire des si je fais des études loin de chez moi?» Donc ici, on a créé des situations dans lesquelles les élèves devaient conseiller un ami à eux qui aurait peur de certaines situations. Par exemple, «Je dois supporter des trajets, de car ennuyeux, je vais être éloigné de mes amis» pour trouver des solutions et voir que c'était compatible, que les 2 solutions étaient compatibles et on avait également, un reportage sur une jeune fille qui a ouvert sa boulangerie à Cambremer en Normandie et qui a fait ses études, dans une grande ville avant de revenir pour montrer que quitter son village ne veut pas forcément dire ne jamais y revenir. Enfin, pour adresser le frein des rôles modèles, là, ce qu'on voulait, c'était aider les élèves à développer des aspirations sans les orienter sur un métier particulier. Donc on s'est inspiré, des, interventions, sur les value affirmation. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on aidait les élèves à réfléchir à quelles étaient les valeurs importantes pour eux et qu'ils aimeraient retrouver dans leur métier plus tard. Et on présentait également une vidéo sur le parcours de 2 jeunes professionnels, un qui vit maintenant dans une grande ville et qui est chercheur en neurosciences et une, fleuriste qui a gagné, les concours, d'apprentis de France, et qui a gagné 3 fois les concours, pour montrer différentes aspirations, différents parcours. L'idée, c'était vraiment d'aider les élèves à passer d'une réflexion: «Quels métiers sont disponibles autour de moi?» à «Quels métiers correspondent à mes aspirations?» et ensuite «Comment est-ce que je peux atteindre ces métiers-là?»
On a eu des premiers retours qui sont uniquement des retours qualitatifs. On a 20 bénévoles qui doivent répondre, les bénévoles qui participent aux interventions Énergie Jeune doivent donner leur retour sur chacune des interventions après les interventions à la fin de l'année. Donc, on a eu des retours sur ces interventions-là qui sont assez positifs, avec les seules critiques qui étaient que les vidéos étaient un peu longues. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a pu retravailler. Et on a eu aussi le retour d'une principale dans lequel le parcours rural a été choisi pour toutes les classes de son collège, avec une diminution de l'autocensure et plus de réflexion sur les aspirations qui ont été observées, mais on est sur un n égale 1, donc forcément, ça n'a pas valeur statistique. La conclusion de ce projet, c'est que la typologie scolaire, elle peut avoir un impact sur l'efficacité des interventions. Par exemple, on peut se demander, est-ce qu'une intervention mindset serait efficace si les élèves ne pensent que l'école ne leur sert à rien? On a pu voir aussi que les entretiens étaient une source pertinente d'informations pour mieux comprendre les enjeux spécifiques et qu'il existe de nombreuses interventions psychosociables qu'on peut adapter à un contexte. On n'est pas obligé de réinventer à chaque fois des interventions dès qu'on a des nouveaux freins qu'on veut adresser. La prochaine étape maintenant, ce serait de pouvoir faire une mesure d'impact de ces interventions scolarité rurale pour connaître réellement l'impact de l'ajout de ces interventions-là. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion générale. Donc la première question qu'on s'était posée, c'était quel impact de mindset sur l'engagement scolaire des élèves? Et à cette question-là, on a pu voir qu'il y avait un impact sur la prise de décision de s'engager ou non dans des activités scolaires, avec une diminution du poids de la difficulté lorsqu'on attribue une valeur aux activités scolaires. On s'est aussi demandé comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'impact des interventions énergie jeune. Et là, on a vu qu'en ajoutant une intervention auprès des professeurs, on permettait d'avoir un meilleur impact sur le mindset des élèves. De manière incidentielle, on a aussi vu que le mindset et les objectifs de réussite étaient associés même chez les adultes, et ce, en mathématiques. Et on a aussi vu que l'utilité de l'école était importante pour l'engagement scolaire. On voit ça lors du confinement avec les élèves qui passent plus de temps à travailler lorsqu'ils pensent que les mathématiques sont importantes pour leur futur. Mais on a vu ça aussi pour le milieu rural, avec le fait que certains élèves pensent que l'école n'est pas utile pour eux et que ça les démotive à s'engager scolairement. Cette thèse permet aussi d'ouvrir de nouvelles questions, notamment on va démarrer une nouvelle expérimentation pour connaître l'impact des interventions par an. On peut aussi se demander quel est l'impact de profils un peu plus complexes que juste le mindset ou juste les objectifs de réussite ou l'optimisme ou le coping, les stratégies de coping pris indépendamment. On pourrait regarder quel est l'impact de profils qui combinent ces différents facteurs psychosociaux. On a vu également qu'il était important, donc il existe une science des interventions. On sait pourquoi et comment les interventions sont efficaces. En revanche, il y a assez peu d'articles sur quel type d'intervention, quelles sont les conditions dans lesquelles ces interventions peuvent se déployer sur le terrain. Donc on voit qu'il est important de connaître, d'avoir une science du déploiement des interventions, parce que le déploiement de ces interventions fait aussi partie de leur efficacité. Et ce sont aussi, à mon échelle, des données qui, si j'ai ma thèse, je continuerai d'explorer en postdoctorat, parce que je m'intéresserai notamment au mindset des professeurs et à la formation des professeurs. Avant de conclure cette présentation, je voulais remercier les étudiants et les chercheurs qui ont collaboré sur ces projets-là, donc que ce soit les étudiants que j'ai eu l'occasion d'encadrer dans ma thèse ou les chercheurs qui ont collaboré sur ces différents projets-là. Et je vous remercie pour votre attention. Pour cette présentation. Donc,